Le tirage de l'Open d'Australie 2024 a eu lieu cette nuit, c'était méga tôt, fallait être motivé pour se réveiller et regarder Craig Tiley en 360p. Et donc du coup c'est l'heure du grand classique, c'est la vidéo pronostic sur service volé pré-tournoi du Grand Chelem. Donc vous connaissez la formule, je vous présente le grand favori Richard Gasquet et les outsiders dont Novak Djokovic par exemple. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon vainqueur de cette édition 2024 de l'Open d'Australie. Alors spécificité, le tournoi commence ce dimanche. Si vous ne voulez rien rater de tous les temps forts de ce tournoi, et même en fait de la saison tennis 2024, c'est sur service volé que ça se passe. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer, les alertes, les notifs, les petits pouces, les commentaires, etc. pour arriver à ce cap qui nous attend des 30 000 abonnés. Cette vidéo vous est proposée en partenariat avec Winamax, les Winamis de Winamax qui m'accompagnent sur l'ensemble de la saison 2024. Vous avez un lien dans la description pour toute première inscription sur le site de légende. Vous avez jusqu'à 100 € de free bet. Cette offre, vous le voyez dans le bandeau ci-dessous, est exclusivement réservée aux adultes. C'est super important. Vous voyez le déroulé des cotes sur lequel on va s'appuyer lors de cette vidéo. Alors Novak Djokovic est favori à 2,00. Pour moi, grand favori. Je vois un écart plus significatif entre Djokovic et le reste de la meute. La meute, justement, elle est menée par Carlos Alcaraz à 4,50 d'après Wina. Sinner est à 8. On voit Daniil à 10. Daniil, je le sens peut-être un petit peu trop haut, à mon sens. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et puis on a un trou après. On a Rune Zverev à 25. Stefanos Tsitsipas à 35. Et puis on a ensuite de Minaur Dimitrov à 40 et Ruru, notre Ruru des îles, à 50. Et on attaque notre panorama des favoris de l'Open d'Australie avec le grand favori en la personne de Novak Djokovic, votre croque-mitaine préféré. Et on a pas mal de choses à disséquer sur Novak, donc on va prendre le temps, ça va être le segment le plus long, je pense, de cette vidéo. Alors déjà, on commence par une stat qui est assez folle. Novak jouera pour un 11e Open d'Australie, donc 11 titres sur un même Grand Chelem. C'est pas banal, c'est pas commun. Certes, on a Rafa à 14 titres du Grand Chelem à Roland-Garros, mais ce serait une stat qui est complètement hallucinante, surtout qu'il est à 10 finales, 10 titres. Donc le boog, quand il arrive en finale, c'est open bar, tu peux plus le battre, c'est avant qu'il faut essayer de se le farcir. Donc ça, c'est une stat qui est proprement hallucinante, et Novak, eh bien toujours le boss incontesté du circuit à 36 ans. Les résultats ont été exceptionnels en 2023, c'est franchement une de ses meilleures saisons en carrière, ce qui est fou encore une fois à son âge. 3 Grands Chelems, une finale perdue à Wimbledon, il passe à 1-7 du Grand Chelem calendaire. Complètement fou, voilà, respect monumental sur cette saison. Et puis surtout, chez lui, c'est ce qui ressort, c'est ce jeu peaufiné à l'extrême, dans ses moindres détails avec les années. Il y a une précision dans le développement qui est exceptionnelle. Alors il a un peu perdu de temps en 2017 et début 2018 avec cette opération qu'il a repoussée, il voulait vraiment pas se faire opérer. Et on a appris après que il était en lien, il était en discussion avec Kobe Bryant. Ils ont pu échanger par rapport à ça. Et puis voilà, ça a été pour lui un déchirement de passer sur la table d'opération. Il a fini par le faire et se relancer à partir de Wimbledon 2018. Mais voilà, il y a eu une petite période, on va dire, d'1 an et demi, 2 ans chez Novak qui a été un peu plus creuse, mais qui lui a permis aussi de faire la deuxième partie de carrière que l'on connaît. Et ce développement, je pense et j'espère qu'elle doit inspirer la nouvelle génération. Les jeunes joueurs, les Alcaraz, les Rune, les Sinner, la next-gen, entre guillemets, des Zverev, Tsitsipas et Medvedev, c'est trop tard. Enfin, quoique rien n'est jamais vraiment trop tard, mais il faut s'inspirer de ça. De ce souci de la perfection, probablement jamais vu en tennis. Novak, c'est la continuité, j'en parle souvent, de Lendl et de Sampras. C'est un champion qui s'inscrit pleinement dans cette lignée. Des joueurs qui ont métamorphoser ce sport avec la préparation, surtout Ivan Lendl, la préparation, les gains marginaux, prendre la préparation physique et mentale au sérieux. Voilà, ça, Novak, il a amplifié ça, il a poussé vraiment tous les curseurs à 10 000 %. En plus, il bénéficie de la médecine moderne, c'est pas le seul, Rafa également, et puis les autres joueurs, même si c'est avec des succès légèrement moindres, légèrement, bien sûr. Et Novak, il bénéficie de tous ces grands champions, de tous ces géants qui l'ont précédé. Lui, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. Et il faut le dire, il y a un avant et un après Novak Djokovic, donc profitons de ce joueur, profitons de ce qu'il montre sur le court, des bons et des mauvais côtés. Alors concrètement, sur l'Open d'Australie, il a gagné les 4 derniers Open d'Australie qu'il a disputés, 2019, 2020, 2021, 2023, les deux dernières éditions qu'il a remportées, ça a été fait dans le drama, à minima, avec blessure aux ischio
l'année dernière et aux côtes en 2021 avec le match contre Fritz, on s'en souvient très bien. Donc il y a toujours un peu ça, là, les relations conflictuelles avec la presse aussi, beaucoup en 2023. Je pense que c'était aussi par rapport à ce qui s'était passé en 2022 et le fait qu'il ait été bloqué, interdit de disputer cet Open d'Australie alors qu'il était déjà rentré sur le territoire australien. L'Open d'Australie pour Novak, c'est une relation passionnelle, fusionnelle, très importante, capitale dans sa carrière. C'est son tournoi le plus précieux après Wimbledon. Même si Wimbledon est un tournoi beaucoup plus prestigieux que l'Open d'Australie dans l'histoire, l'Open d'Australie n'existe vraiment que depuis 40 ans dans la forme que l'on connaît actuellement, mais il a sorti des performances sur ce tournoi. Alors la finale de l'Open d'Australie 2012, on en avait parlé dans mon top 10 all-time des matchs les plus épiques. La finale en 2019 également contre Rafa, un tennis cosmique, hallucinant. Vraiment hallucinant, cette finale d'entrée de jeu, quoi, pied au plancher, à viser les lignes dans tous les sens. Vraiment une performance all-time. La deuxième semaine, l'année précédente, en 2023, il explose de Minor, il ventile Rublev, il matraque Tommy Paul, et puis il bat Tsitsipas en finale. Bon, même si le score est un tout petit peu serré, on sent pas vraiment que Tsitsipas peut remporter cette partie, peut la tourner. Novak est en contrôle absolu de cette finale la saison dernière. Et d'après Craig Tiley, c'est réalisé tout ça sur l'ensemble du tournoi avec une déchirure de 3 cm à l'ischio-jambier. Voilà. Donc on a affaire à un surhomme, mais on le sait, avec Novak Djokovic, avec toujours cette maîtrise du metagame, des jeux de signes, de la communication. C'est un sujet d'ailleurs dont il a discuté cet hiver, il a expliqué, parfois au changement de côté, il regarde l'écran géant, il observe son adversaire, il regarde si la respiration est difficile, si le souffle est un peu court. Il observe tout ça en fait, il observe son environnement et il n'est pas cloisonné, par exemple comme un joueur comme Stefanos Tsitsipas qui est vraiment dans sa bulle. Non, lui, il le dit, hein, j'observe, je regarde, j'analyse les signes et c'est très important dans un duel. Vous devez savoir, vous devez interpréter quand votre rival, votre adversaire est en train de montrer quelques petits signes de faiblesse. Lui, il est à l'affût de ça, c'est un chasseur. Novak, c'est un prédateur, c'est le prédateur ultime et je trouve que c'était intéressant de le mentionner parce que parfois, on peut avoir cette idée de « ouais, le tennis, c'est un sport de gentleman, etc. » Non, ce sont des prédateurs sur le court. Il faut dominer ton adversaire par tous les moyens possibles. Avant le tournoi, Djokovic a eu des petits problèmes au niveau du poignet droit, de l'avant-bras droit. C'était à l'United Cup. Alors, on a été pleinement rassurés ces 2 derniers jours à l'entraînement. Il a montré que c'était de l'histoire ancienne. Grand sourire sur sa phase d'entraînement, Novak. Donc, peut-être que ça va ressurgir sur la première semaine, sur les 10 premiers jours, mais voilà, on a un Novak qui arrive a priori à 100% de ses capacités à l'Open Australie, et généralement quand il arrive frais, et même en fait quand il arrive blessé, c'est le titre au bout. Donc il y a eu un principe de précaution à la United Cup, mais disons-le clairement, c'est le giga favori de ce tournoi. Et on jette un coup d'œil du coup, par conséquent, sur son tableau. Donc au premier tour, ce sera un qualifié ou un lucky loser. Deuxième tour, Popyrin ou Polmans. Troisième, Murray, Monfils, Etcheverry. En 8e de finale, potentiellement Shelton, Manarino, Wawrinka. En quart de finale, Tsitsipas ou Fritz. Donc son tournoi, il va commencer en demi-finale pour Novak Djokovic. Ce sera probablement Yannick Sinner et ensuite Alcaraz ou Medvedev à battre en finale. Mais quand même, on a un tableau qui est largement à sa portée. Deuxième joueur de cette preview, c'est notre ami Danil Medvedev, la Danilade, la barbelade, que je place en 2e position des favoris. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, premier point qui vous a peut-être échappé. Si vous étiez totalement déconnecté du tennis ces dernières semaines, Danil ne fait pas de tournoi préparatoire avant l'Open d'Australie. C'est la première fois de sa carrière. Alors c'est une décision importante, impactante, cruciale. Il a expliqué, je vais essayer de prendre plus de vacances que d'habitude et faire ma préparation un peu plus tard. Besoin d'un reset mental, besoin d'un reset physique également. Il me semble qu'il est parti au soleil. C'est la destination de pas mal de joueurs en décembre. Donc un reset mental qui peut faire du bien, mais qui est à double tranchant. Parce que c'est un joueur de winning streak, on le sait, de série gagnante en français. Il a besoin d'être en confiance. On l'a surtout vu à partir de l'été 2019, mais la saison dernière, il a un peu cassé ça. C'était une saison étonnante pour lui parce que il a réussi à lisser ses performances quasiment sur l'ensemble de la saison, avec par exemple un titre à Rome sur terre battue. Donc il a un peu tout le temps gagné l'année dernière, et je pense que c'est pour ça aussi, c'est la raison pour laquelle il a senti le besoin de couper sur cette fin de saison 2023 et début 2024. On rappelle, il a joué 86 matchs au total
en 2023. Mais surtout avant ça, il avait beaucoup enchaîné les saisons, les grandes saisons. C'est un style qui est exigeant, énergivore, marathonien du côté de Daniil Medvedev. Et on a peut-être un peu tendance à l'oublier, mais il va avoir 28 ans en février. Daniil, donc il arrive vraiment sur la deuxième partie de sa carrière, même si certains arrivent encore à très bien jouer à 35 ans et plus, mais lui, avec son style qui est très usant, et ça d'ailleurs Tsitsipas l'avait mentionné il y a quelques mois, est-ce qu'il va pouvoir continuer à jouer comme ça quand il aura 32, 33, 34 ans? Ça c'est une véritable question à se poser pour Daniil Medvedev. Nonobstant, Daniil présente des garanties qui sont très très solides à l'Open d'Australie. 2 finales, une face à Novak et une face à Nadal, qui était pas trop mauvaise cette finale il me semble en 2022. Donc des immenses garanties, clairement l'une des grandes références sur dur depuis plusieurs années maintenant. Il est top 3, top 4. Alors est-ce qu'il va glisser derrière Sinner? Sinner en pleine ascension, ça ce sera l'une des grandes questions de cette saison 2024. Mais on sent aussi que c'est peut-être le moment idéal pour lui de scorer. Il arrive à une phase de sa carrière où on a la Baby Jane qui est pas forcément encore tout à fait prête, en tout cas les Sinner, les Rune, etc. Lui, il a toute son expérience et c'est un joueur qui a quand même fait 5 finales en Grand Chelem en carrière, à chaque fois face à Novak ou face à Rafa, donc il n'y a jamais de finale facile pour Daniil Medvedev. Mais on peut sentir, on peut pressentir que là, 2024, c'est peut-être le moment pour lui justement de remporter enfin un deuxième match. Le tableau de Daniil, le voici, le voilou au premier tour, un qualifié ou un lucky loser, donc tranquille, on monte en régime pépouze, surtout qu'on a un Rusuvori sauvage au deuxième tour, alors lui, bon, il va trouver les bâches manifestement. Auger-Aliassime Team. En huitième de finale, ce serait Dimitrov-Fokina. Alors attention, Dimitrov qui est vraiment chaleur depuis plusieurs mois et qui l'a battu à Paris-Bercy. Donc ça peut être un match déjà costaud en huitième de finale. Ensuite, on aurait Rune ou Hurkacz en quart de finale. Alcaraz, Zverev en demi. Et en finale, Novak, Sinner. Alors il y a Tsitsipas, mais je pense que c'est une erreur de frappe. Le troisième joueur de notre vidéo, c'est Carlos Alcaraz. Cote à 4,50 sur Wina. Aucune préparation non plus sur ce début de saison 2024, comme Daniil Medvedev, et aussi comme Yannick Sinner, dont on va parler dans quelques instants, même si Sinner joue à Kooyong en exhibition. Une fin de saison 2023 en roue libre pour Carlitos, vraiment cuit mentalement, quoi. Plus vraiment de ressources, ce qui a rejailli sur sa lucidité, sur sa sélection de coups et sur son plaisir de jeu. On n'a pas revu vraiment un Carlitos aérien, joyeux sur le court depuis, allez, peut-être quelques petits matchs à l'US Open. Je me souviens du quart de finale contre Zverev qui est très bien négocié, et même son Masters, il est en trompe-l'œil. Il bat Rublev parce que Rublev est en tilt à partir de la fin du premier set. Medvedev sur le troisième match de poule qui joue à aller 60-70%, surtout quand il sent que il est en train de perdre, et du coup il va pas forcément s'activer outre mesure parce qu'il était déjà qualifié, et ça lui permettait de sortir aussi Zverev de la boucle. Donc ça, accessoirement, c'était un bon deal pour Daniil. Il n'y aura pas Juan Carlos Ferrero à l'Open Australie. Convalescent, le Jean-Charles, le Couze. Jean-Charles qui n'était pas non plus présent au Queens en 2023. Carlitos qui avait réussi à passer ce premier tour de tous les dangers face à Rinderknecht sans trop de repères. Et puis derrière, il était monté en régime jusqu'à ce titre à Wimbledon quelques semaines plus tard, donc assez hallucinant. Et donc ouais, si on résume cette saison 2023 du côté de Carlitos, on a cette finale à Wimbledon qui est cruciale, dans laquelle il a livré beaucoup d'énergie pour essayer de la remporter. Ensuite, on a cette finale à Cincinnati qui est un véritable déchirement pour Alcaraz. Il est en larmes à la fin, après un tournoi très laborieux avant ça. En finale, il va retrouver une partie de son meilleur niveau, sublimée par cette rivalité, par le fait que ce soit Novak en face et que il y a une vraie rivalité qui s'est ancrée en 2023 entre les deux hommes, même s'il y a un écart d'âge qui est très important entre les deux. Et puis le troisième match pivot, c'est cette demi-finale à l'US Open, où il va s'énerver, où il va pas trouver les ressources techniques, tactiques et mentales face à Daniil Medvedev, un joueur pourtant qu'il maîtrisait plutôt bien sur cette saison 2023 au préalable. Du coup, une fois qu'on a fait ce topo sur la situation de Carlos Alcaraz, pour moi il y a deux lectures à la fois divergentes et complémentaires. La première, c'est de se dire, il a besoin impérativement de sortir un grand tournoi sur ce début de saison 2024 pour se remettre dans l'axe, pour développer une bonne énergie, un bon élan sur ce début de saison. Sinon, il pourrait commencer à douter. La deuxième lecture, c'est de se dire que, malgré tout, même si ce tournoi, il était éliminé en quart, en demi, voire une défaite en finale, qu'il n'y a pas de titre au bout, en fait, il y a tellement d'échéances en fait en 2024, avec Roland Garros,
avec Wimbledon, avec les Jeux Olympiques, avec l'US Open qui vont être concentrés en 3 mois, 3-4 mois, il n'y aura pas vraiment de raison de s'affoler. Et moi, je suis plutôt du côté de cette lecture. Et puis, il a déjà 2 grands chelems, il a été numéro 1 mondial. Donc, pas de panique. Pas de panique, la saison, elle sera encore longue si ça venait à ne pas aller au bout du côté de Carlitos. On regarde son tableau. Ça commence par une élimination précoce face à Richard Gasquet au premier tour. Ensuite, on aura du Sonego ou Evans. Attention, le match-up Evans-Alcaraz, on l'a vu en 2023 sur 1 ou 2 sets, ça peut être quand même problématique. Donc, faudra se livrer. Ensuite, t'as un Bubu sauvage qui apparaît en 3e tour. S'il arrive jusque-là, Bubu, tu sais jamais quel public tu vas te coltiner. Ensuite, en 8e de finale, ce sera Paul Draper-Struff ou Kesmanovic. En quart, ça se corse Zverev, Lechka, Ruud, voilà, ce sera dans ces eaux-là. En demi-finale, Medvedev ou Rune, et en finale, Novak Djokovic ou Sinner. Le 4e et dernier joueur de notre analyse détaillée, c'est Yannick Sinner, coté à 8 sur Wina. Alors 2024, on va le dire posément, c'est le révélateur. C'est la saison peut-être la plus importante de sa carrière. Il faut faire à minima une finale en Grand Chelem, voire un titre. Il faut convertir les progrès, l'ascension qu'on a vu sur la fin de saison 2023. Lui, contrairement à Carlitos, ça a poussé très très fort sur la fin de saison en 2023. Moi, j'ai ce match en mémoire, forcément, la Coupe Davis face à Novak, il y a 3 balles de match. Il va réussir à les sauver. Et même au-delà de ça, en fait, il a montré que dans cette équipe d'Italie, il était taille patron. C'était le boss. Il avait passé un cap au niveau de son aura, au niveau de son charisme, au niveau de son attitude, sa réaction dans les moments difficiles, etc. Il a vraiment changé de dimension sur cette fin de saison. Pourtant, quand on regarde l'historique de Yannick Sinner à l'Open d'Australie, c'est pas forcément fameux. On a 2 éliminations ces 2 dernières saisons face à Stefanos Tsitsipas en quart et en 8e de finale. Et l'idée désormais, c'est de dupliquer son tennis, parfois à risque, en 3 sets gagnants et sur 2 semaines. C'est cette transition, c'est la fameuse transition de la nouvelle génération. Ok, c'est très bien, tu peux briller sur le format en 2 sets gagnants, mais là c'est un autre sport, c'est un autre univers. Les grands chelems, on le sait, la conservation d'énergie, les jours off, comment est-ce que tu gères ça, comment est-ce que tu gères une quinzaine, comment est-ce que tu vas au bout, ce chemin. Il faut connaître ce chemin, c'est quasiment impossible de le trouver rapidement comme ça, à part Carlos Alcaraz justement. Surtout que lui, j'insiste, il peut connaître des soubresauts dans sa mécanique et il a toujours un physique qui pose question, même si on a été en partie rassuré sur la fin de saison 2023, mais c'est pas un coffre, c'est pas une caisse énorme. Sinner dans l'absolu. Moi je me souviens de son match contre Fucsovics la saison dernière à l'Open d'Australie, c'est typiquement ce genre de match où pareil, tu lâches les 2 premiers sets et tu te mets un peu dans la sauce, même si Sinner est un joueur bien différent du début de saison 2023 par rapport à celui de la fin de saison et on l'espère du début de saison 2024. On observe son chemin sur cette Open Australie, donc on aura VDZ au premier tour, Pedro Cachin au 2e tour, Bez, Wolf, Jean Loup, ce sera au 3e tour, Tiafoe, Chorich ou Kachanov en 8e de finale. A priori, tout ça, c'est dans ses cordes. Rublev de Minor aussi en quart de finale. De Minor qui a un tableau très difficile. Et c'est surtout après que ça va se corser. Sinner qui est dans la moitié de tableau de Novak Djokovic. Donc ce sera potentiellement en demi-finale. Il n'y a pas moins que ça. Tu peux pas te permettre de faire moins que ça. Il faut un Sinner à minima en demi-finale et le test face à Novak Djokovic. Et en finale, eh bien, ce serait l'un des joueurs de la partie basse du tableau, Carlitos, Medvedev, Zverev ou Rune. Je vous montre les cartes projetées de cette Australienne par l'entremise de José Morgado, l'exceptionnel, l'excellent, le succulent, le délicieux. Donc Djokovic, Tsitsipas tout en haut, alors ce sera peut-être pas Stefanos. Sinner, Ruru dans cette partie haute également, Medvedev, Rune et Alcaraz, Zverev. Alors justement, c'est peut-être l'occasion pour nous de parler rapidement des outsiders, des 2 outsiders supplémentaires. Je pense que pour Rune, ça arrive encore un peu tôt tout ça, et surtout qu'il a un tirage pas piqué des Hamiltons. Il a Nishioka au premier tour, Jerry Caso au 2e tour, Fils potentiellement, ou Safiulin en 3e tour, donc là déjà ça peut queener. Hurkacz en 8e, Medvedev, Dimitrov en quart, Alcaraz ou Zverev en demi, en finale Novak Djokovic, donc c'est un parcours du combattant, et puis on a toujours cette difficulté à voir Rune bien utiliser son énergie, résister à la frustration. Il peut avoir tendance à s'emballer, à s'enflammer, à pas faire les efforts, à pas faire les petits ajustements et à choisir les mauvais coups, à essayer parfois de satelliser des winners alors qu'il n'est pas en position parce qu'il est un peu frustré, il est un peu énervé.
Et ça, c'est la face un peu sombre de son ambition. Il a envie de tout dévorer, il a envie de tout casser, et parfois, il veut aller trop vite en fait, on le sent. Sans même évoquer ses crampes régulières, mais dans l'absolu, ça reste un tournoi pour valider son nouveau team articulé autour de Boris Becker, et on doit avoir cette ambition d'au moins éliminer 1 ou 2 cadors sur le chemin des demi-finales ou de la finale. Donc ça doit être un objectif du côté de Runeux, surperformer, battre des joueurs qui sont au-dessus, qui sont mieux classés, et continuer sa progression. On termine rapidement sur les outsiders avec un mot express sur le Z, Alexander Zverev, qui a pas un tableau simple. Alors il y a l'ESK au 3e tour. Attention, quelle version de l'ESK on va se coltiner. Et surtout, il est dans le quart d'Alcaraz. Donc il faut battre en enfilade Alcaraz, Runeux ou Medvedev en demi. Et en finale, Novak Djokovic ou Sinner. J'ai envie de dire bon courage. Le tournoi commence ce dimanche, je vous l'ai dit en introduction, et regardez ce que le tirage nous a réservé en premier tour. On a des petits bonbons, les poteaux, on a Team Auger-Aliassime. Alors c'est peut-être le premier match de l'histoire du tennis où il n'y aura pas de vainqueur. Tsitsipas, Berrettini. Wow, pour un premier tour, là, Tsitsipas, alors Berrettini, blessé, pas blessé, toujours un peu sur le retour, mais bon, si c'est un Berrettini chaud et qui arrive à se mettre bien dedans, ça de toute façon ce sera regardé, hein, c'est un banger. Mana contre Wawrinka, ça aussi super match. Shelton, Bautista Agut, génial. Deminor, Raonic, sympathique. Tiafoe, Choric, Dimitrov, Fucsovics. Pas un tirage forcément simple pour Dimitrov, Fucsovics, le marathonien. Et Grigspor, Safiullin, pas mal, ça c'est super aussi à regarder. Il y a aussi un Naomi Osaka, Caroline Garcia en premier tour sur cette Open d'Australie, donc ça va être une dinguerie. Moi je suis très impatient, très excité à l'idée de couvrir cette Open d'Australie avec vous dès ce dimanche là, donc ça va être une dingue. Mon vainqueur, vous l'avez bien compris, c'est Novak Djokovic. J'ai du mal à voir quelqu'un d'autre réussir à empêcher cette dynastie monstrueuse qu'il a mise en place en Australie. On se retrouve donc dimanche entre midi et 2 pour le premier digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager autour de vous. Et je vous dis à très très vite.